Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est avec un grand plaisir et un immense honneur que je vous propose aujourd'hui en interview Mathias Malzieu. Bon, je crois que je vais éviter mon petit résumé de qui est ce fameux monsieur incroyable, extraordinaire, fantasque, avec cet univers onirique incroyablement riche et beau. Alors, Mathias, aujourd'hui, va venir nous rend visite pour son dernier ouvrage, Une sirène à Paris. Alors, j'imagine que vous ne l'avez pas encore lu et je vous le conseille plus que 1000 fois, 1 milliard de fois, infiniment de fois. Une sirène à Paris, c'est une formidable histoire d'amour. C'est une formidable rencontre. C'est dans un Paris incroyablement beau. Paris juste après l'inondation, Paris sous les eaux et Paris extraordinaire. Mathias, j'avais une première question à vous poser. C'était la question de votre inspiration. D'où vous vient cette idée de sirène à Paris? D'où vous vient cette idée d'année folle finalement qui se trouve dans votre ouvrage, en tout et pour tout? En fait, souvent, c'est un mélange. C'est une petite cuisine interne. Ça, c'est quand même le pouvoir magique de l'écrivain de roman. C'est qu'en fait, on peut prendre de la réalité, l'imagination, des choses qu'on nous a traversées et des choses qu'on aimerait traverser, et en faire une espèce de cuisine pour en faire une histoire. Moi, j'avais 3 grands axes. J'avais la question de comment on rebondit après un deuil, que ce soit un deuil amoureux ou quand on a perdu quelqu'un, comment on se reconstruit, comment on réagit à un échec, finalement, comment la transformation obligatoire de, par exemple, quand on vous coupe un membre, eh ben, il faut faire sans ce membre, ou alors il faut le remplacer, il faut faire quelque chose. Donc il y avait le deuil sur la question de la famille et sur la question amoureuse. Ça, c'était une première chose. Ensuite, il y avait vraiment cette question de ces temps actuels qui sont un peu troublés, qui sont un peu difficiles, et sur la question de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs comme l'émerveillement ou même la gentillesse qui sont plus très à la mode. C'est-à-dire que les gens, on est gentil presque, quand on dit quelqu'un qu'il est gentil, presque ça peut presque devenir péjoratif. Moi, j'avais envie de retravailler en fait à ces valeurs-là, pas pour faire du bon sentiment, mais pour travailler sur la question de la joie. Parce que la puissance de la joie, c'est quelque chose auquel je crois, pas seulement pour être dans un discours bisounours ou de hippie, juste justement dans les moments difficiles, par exemple de deuil. En fait, la capacité d'émerveillement et le lien peuvent servir à quelque chose. Donc là-dedans, j'ai fait ma petite tambouille et j'avais ce personnage qui, lui, avait eu le cœur complètement brisé au point de penser qu'il était immunisé face aux sentiments amoureux. Et je vais lui faire arriver ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, c'est-à-dire lui mettre beaucoup trop tôt une fille extrêmement désirable. Et on est même au top du désirable, puisque je lui ai mis une sirène entre les bras, qui est à la fois la plus belle possible et du coup la plus dangereuse. Parce que quand même, avec sa voix, elle tue les hommes en les rendant amoureux. Et lui pense qu'il ne peut plus tomber amoureux, donc va juste, on la retrouve sur les quais pendant la vraie crue de 2016. Lui va juste vouloir la soigner pour lui rendre service. Et c'est l'histoire d'amour un peu impossible entre les deux, entre lui qui va être dans le déni complet, qui va commencer à avoir des douleurs au cœur, et elle qui finalement s'est fait persécuter par les hommes toute sa vie et qui va commencer à essayer de le tuer, puis va le regretter. Mais sinon, je ne vous raconte pas plus parce que sinon, je vais tout griller la fin. Alors justement, je voulais savoir quelles avaient été réellement, vous avez parlé effectivement des inondations de Paris en 2016. En dehors de ça, moi je voulais revenir sur vos inspirations. Je trouvais qu'il y avait un peu de Boris Vian, qu'il y avait toute cette période-là, post-Seconde Guerre mondiale, ce que j'appelle les années folles. Alors, c'est pas tout à fait la terminologie exacte historique, mais voilà, toute cette époque de création qui vont complètement dans tous les sens. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est ça en fait. Encore une fois, c'est vrai que la crue, c'était génial parce que c'est un Paris comme quand il neige. On se lève et en fait, c'est Paris et en même temps, on est ailleurs. Et là, avec cette crue, effectivement, moi, j'ai l'image assez forte d'une petite famille de canards qui grillaient un feu rouge parce que le feu dépassait comme ça de l'eau. Et je trouvais ça beau, en fait. Et je me suis dit, bon, au lieu de trouver un poisson-chat ou un silure, si on trouvait une sirène, ce serait formidable. Mais en même temps, j'ai eu envie de lui mettre un peu de dangerosité. Donc, je me suis amusé avec mes nouveaux jouets. C'était très important pour moi parce que, en plus, moi, il y a 5 ans, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et mon travail d'écrivain, il était juste dans le travail de mise à distance de la réalité. Et là, en fait, en allant mieux, je récupérais mes jouets d'écrivain de romancier. Donc d'inventer à nouveau des choses, ne plus être que dans le combat de résistance, être dans la refabrication des nouvelles choses.
et cette crue un peu magique avec l'idée de cette sirène échouée et dangereuse, mortellement dangereuse et excessivement belle, et de la mettre dans les bras de cet homme qui se croyait plus capable de la joie parce que plus capable du revers de la médaille de chagrin. C'est une bobine de fil qui m'a tellement excité qu'en fait j'ai écrit en même temps le roman, le scénario du film qu'on tourne cet été et les chansons du personnage principal. Du coup, ça me permettait aussi de composer le personnage parce qu'à chaque fois que je lui faisais ses chansons, je lui fabriquais son passé. Donc les chansons, j'ai pas fait que les chansons du livre, j'ai fait des chansons de lui avant. Et tout ça, en fait, a participé au travail d'écriture. Parce qu'il y avait toujours un moment où, en fait, c'est la littérature, souvent on dit que c'est la question du pas de côté, c'est comment on regarde. C'est-à-dire que c'est comme quand on réalise un film, c'est où est-ce qu'on met la caméra. On a les histoires d'amour, presque c'est toutes les mêmes, les histoires de voyage, mais c'est la façon dont on les raconte qui compte vraiment. Et là, je me suis amusé à décaler tout le temps le truc. C'est-à-dire que j'écrivais le livre, mais je pensais cinéma. J'écrivais les chansons, mais je pensais à la psychologie du personnage. Et tout ça, en fait, faisait des connexions qui fait que j'étais en immersion, comme quand on apprend une langue. Et donc, j'ai vécu Sirène, Surprisier, Gaspard Snow pendant 2 ans et demi non-stop, et j'ai pas terminé encore parce que je suis en pleine préparation du film en ce moment. Alors oui, à savoir que Mathias Malzieu a cette particularité, véritable créateur dans tous les domaines, puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète et réalisateur. Effectivement, vous aviez aussi déjà adapté au cinéma La Mécanique du cœur, un précédent ouvrage qui a maintenant quelques années. C'était sublime d'ailleurs. Merci. Et la vraie question, c'est... C'est un film d'animation, donc c'est 6 ans de travail. La Mécanique du cœur, du coup, ça a été 10 ans de ma vie. On a travaillé pendant 6 ans dans un studio avec... j'avais une équipe de 10 personnes qui travaillait uniquement sur les yeux de mes personnages. C'était assez magique comme truc. Beaucoup de travail, mais c'était vraiment... j'ai beaucoup appris de choses. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. Sur la quatrième de couverture d'une sirène à Paris, vous donnez la définition d'un surprisier. Je me permets de vous citer. L'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un surprisier, en fait? Pour moi, donc, il y a exactement ce sens-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce petit oiseau, le colibri. Vous savez, il y a une légende autour du colibri où il y a un incendie dans une forêt. Tous les animaux s'en vont. Et puis le colibri, en fait, il va à l'océan et il ramène une petite goutte d'eau. Et il la ramène dans l'incendie. Et les autres animaux se foutent de sa gueule, lui disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta goutte de pluie, là? Ça va pas marcher du tout. » Il fait « Non, ma goutte de pluie, non. Mais si tout le monde fait comme ça et en amène un peu, peut-être qu'on peut arriver à une forme d'apaisement. » Et je crois qu'aujourd'hui, on a raison d'être concerné par les problèmes d'écologie, mais je crois qu'on peut être aussi concerné par des problèmes d'écologie émotionnelle. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la capacité d'émerveillement, je ne dis pas qu'avec l'imagination, on peut changer le monde, mais on peut commencer à changer le sien. On peut changer le goût du monde, parce que dans son rapport au monde. Et que si tout le monde le fait, en fait, je crois que l'écologie émotionnelle va mieux. C'est ce à quoi je crois, et c'est pour ça que je suis extrêmement rassuré quand j'arrive dans un endroit comme aujourd'hui, que c'est un dimanche après-midi, qu'il y a des livres de partout, des auteurs de partout, et des gens qui viennent pour écouter des auteurs et lire des livres. Donc j'avais envie de vous dire merci et bisous. Merci beaucoup à vous, merci à tous.